Bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire pour décrypter l'actualité politique, économique et sociale. Aujourd'hui, deux thématiques fortes au cœur des préoccupations nationales. D'abord, la relation entre les jeunes et le discours politique. Ensuite, la question centrale du bien-être des Ivoiriens au-delà des indicateurs économiques. On en parle tout de suite dans Autrement Politique, l'émission pour vous, pour nous, pour tous. Les jeunes représentent une force démographique majeure en Côte d'Ivoire. Pour autant, se sentent-ils écoutés, impliqués, interpellés par le discours politique? Parlons de la distance, ou plutôt du lien entre jeunesse et politique avec nos invités du jour. Dr Ousmane Chérif, secrétaire national de la JPDCI urbaine, ainsi que Kevin Mian, président de Force Citoyenne, secrétaire exécutif en charge de la communication au sein de la Coalition pour l'alternance pacifique Cap-Côte d'Ivoire. Bonsoir messieurs et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir. J'aimerais vous demander de partager avec nos téléspectateurs le fait d'actualité qui vous a le plus marqué ces derniers jours. Docteur? Alors moi, c'est la vidéo du président, son interview, le président du PDCI RDA, lors de l'émission 20h25 avant-hier. J'ai été encore, j'allais dire, ébloui par le charisme et la carrure de ce monsieur. Pendant près de 2 semaines, il reçoit des injures, des propos tels que narcissiques, tels que mythomanes, et il répond à ces propos-là avec un calme olympien, avec j'allais dire, une humanitude qui vraiment fait plaisir à entendre. Et cette interview que j'ai regardée plusieurs fois, ça me rassure encore que nous suivons le bon leader, parce que pour moi, ce monsieur-là, il est hors pair. Merci docteur. Monsieur Mian? En ce qui me concerne, il s'agit du parrainage au niveau de la formation CEI. Nous avons pu constater tous ensemble que, à défaut des partis politiques de l'opposition, il y a un nouveau groupement qui a vu le jour. C'est-à-dire, il s'agit de l'honorable Assalé Timoko et du préfet Vincent Toby. Les réclamations au niveau de la CEI lors de cette formation-là ont été basées sur la formalisation au niveau du parrainage. Tout ça pour dire que l'opposition dans son ensemble, ou l'ensemble même de la population, ne cherche pas à embêter qui que ce soit. Il y a des problèmes réels, il faut qu'on en parle. Merci M. Mian. J'aimerais justement revenir sur une autre actualité concernant celle du groupement. On a assisté à la naissance de la plateforme du Front uni entre le PDCI RDA et le PPACI. Vous qui faites partie de la coalition pour l'alternance pacifique avec le PDCI RDA, qu'en est-il de l'actualité de ces deux groupements depuis cet événement? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'actualité demeure en continu. La Cap-Côte d'Ivoire continue ses activités, ainsi que les différents partis de l'opposition. Dans l'analyse du fond, en ce qui concerne le front commun, nous partons sur 2 axes, parce qu'il ne faut pas regarder la forme ou écouter beaucoup de choses qui se disent. Qu'est-ce que les Ivoiriens souhaitent? Aujourd'hui, c'est une population qui réclame l'unité d'action de l'opposition. Aujourd'hui, c'est une population qui souhaite la solidarité au sein de cette opposition-là. Après la naissance de Cap-Côte d'Ivoire, il y a eu la création de Trop c'est trop. Aujourd'hui, nous partons sur le front commun et il y a l'alliance Ajouna, comme j'ai eu à le dire, du député Assalé Timoko et du préfet Vincent Toby. C'est une bonne démarche pour l'ensemble même de la population qui souhaite voir les choses changer. Donc, côté social, il est bien perçu par l'ensemble de la population. Côté politique, je pense que le PDCI a fait preuve de beaucoup d'humilité. Le PDCI a fait preuve de beaucoup d'humilité dans le sens où, aujourd'hui, le leader historique qui reste en Côte d'Ivoire parmi nos différents devanciers, je peux citer 2, la présidente Simone Yves Gbagbo et le président Laurent Gbagbo lui-même. Coalition Cap-Côte d'Ivoire, Front commun. L'humilité dont je parle, c'est que en 2007, avec la création du RHDP,
tous se sont mis derrière le président Henri Konan Bédié pour son expérience, pour son âge et la qualité du parti PDCI. 2010, c'était pareil. 2020, les opposants se sont joints à la voix du président Henri Konan Bédié pour en faire un bloc à cause encore de son expérience. 2025, deux leaders historiques sont encore là, notamment le président Laurent Gbagbo et la présidente Simone Yves Gbagbo. Nous avons deux coalitions. Le PDCI aujourd'hui représente, comme ça a été dit, le trait d'union entre le Front commun et la CAP Côte d'Ivoire. Donc, bien évidemment, c'est bien perçu et nous demandons encore cette unité-là afin qu'on puisse parler d'une même voix et réclamer la démocratie tant voulue, des élections inclusives et apaisées en Côte d'Ivoire. Justement, en ce qui concerne le fait de parler, les jeunes Ivoiriens trouvent que les politiques ne leur parlent pas en dehors des périodes électorales. Quel est votre commentaire justement par rapport à ce constat? Il y a une vérité, il y a des faits, il y a un constat. De 2010, partant de 2010 à 2025, le rapport fait par beaucoup de jeunes, c'est que après les élections, on n'entend plus ou on ne voit plus les hommes politiques. C'est une réalité. Plusieurs promesses qui se font ne sont pas appliquées. C'est un constat. Et la méthode ou la manière doit s'améliorer. Voilà un peu. Merci. Docteur Chérif, vous qui êtes responsable d'une association de jeunes au sein d'un parti politique, comment est-ce que vous sentez la communication des leaders politiques en période électorale et en dehors des périodes électorales? Bien entendu, il y a deux types de politiques. Il y a ceux qui considèrent la jeunesse comme étant des citoyens, une frange de la population dont on doit se préoccuper constamment. Et il y a aussi, très fort malheureusement, une partie des politiques qui considèrent la jeunesse comme étant, des personnes à instrumentaliser. Et en Côte d'Ivoire, depuis 1960, depuis notre indépendance à aujourd'hui, il y a certains politiques qui sont connus, qui ont des méthodes qui sont habituelles, qui instrumentalisent la jeunesse, surtout à l'approche des élections. Et très fort malheureusement, encore vous avez constaté qu'à l'approche de cette élection de 2025, on a beaucoup de mesures qui sont des mesures pratiquement, là, des grosses mesures qu'on annonce. Par exemple, la foire de l'emploi, vous avez constaté que le gouvernement a annoncé qu'il y aura une foire de l'emploi qui sera répétitive chaque 3 mois jusqu'à l'élection présidentielle. Pour un gouvernement qui avait annoncé que le taux de chômage est à 2,6%, vous êtes obligé de faire une foire de l'emploi répétitive. C'est seulement à cause de l'élection présidentielle. On veut juste montrer, on veut juste, instrumentaliser la jeunesse. On veut juste, mettre en avant des propositions ou bien des slogans qui en réalité sont vides de sens juste parce qu'on est à l'approche d'une élection présidentielle. Et c'est malheureux parce que beaucoup de jeunes commencent à constater que c'est seulement à l'approche des élections présidentielles qu'on a cela. En dehors de ça, certains politiques sont toujours loin des jeunes. Les politiques utilisent-ils les bons formats pour s'adresser à cette génération de jeunes qui est beaucoup plus portée par le numérique? Comme je dis, il y a plusieurs types de politiques. Il y a ceux qui ont compris que le temps change, la communication doit s'adapter au temps. Et il y a ceux qui, fort malheureusement, considèrent que l'adaptativité ne doit pas se faire maintenant. Je me rappelle quand le président Tidjane Thiam a fait une sortie sur TikTok, je me rappelle que beaucoup de communicants, surtout du parti au pouvoir, ont commencé à dire qu'il est devenu un président TikToker, il n'a plus de moyens de communication, donc il est obligé de passer par TikTok. Oubliant que, selon les études aujourd'hui, la très forte majorité des jeunes Ivoiriens en particulier sont beaucoup plus sur soit TikTok ou bien Facebook. Je pense que Facebook est en premier lieu et TikTok vient en deuxième lieu. Donc le président Thiam a fait pratiquement, je ne me rappelle plus du chiffre, mais il a fait une audience énorme sur la page de la team Thiamiste du net, qui est une page TikTok qui regroupe des personnes du PDCI RDA. Donc pour nous, c'est ce genre de politique-là qu'on doit mettre en avant. Parce que les jeunes sont entassés dans certains endroits. Trouver aujourd'hui 18 000 jeunes
dans une salle et leur parler en moins de quelques secondes, c'est difficile. Alors qu'avec le numérique, on a la possibilité de le faire. Le président Thiam l'a compris, beaucoup d'autres leaders l'ont compris, mais on a encore des gens, surtout qui sont au parti au pouvoir, qui n'ont pas encore compris très fort malheureusement que la communication a changé. Aujourd'hui, je me demande quelle est la dernière fois. Je n'en ai jamais entendu parler du ministre de la Jeunesse faire un panel TikTok. Je n'ai jamais entendu parler, peut-être que ça s'est fait, mais je n'ai jamais entendu parler. Et je me dis aujourd'hui que globalement, le gouvernement est très rarement sur ces plateformes-là, parce qu'elle considère certainement qu'elle est un peu trop, elle est un peu trop hautaine pour pouvoir communiquer avec la jeunesse à travers ces réseaux sociaux-là. Mais ce sont ces réseaux-là qui sont les meilleures communications, les meilleurs canaux de communication aujourd'hui. Merci, docteur. Monsieur Mian, au regard du constat selon lequel les jeunes sont majoritairement sur les réseaux sociaux, vous qui êtes en charge de la communication de la plateforme Cap Côte d'Ivoire, comment vous vous assurez que les jeunes présents sur ces plateformes-là reçoivent les messages de la coalition? Déjà, pour rebondir dans le sens de mon frère docteur Ousmane, c'est que aujourd'hui nous sommes en pleine évolution du numérique. L'ancienne méthode ou stratégie politique qui consistait à réunir des jeunes lors d'un meeting a évolué. Pour dialoguer, échanger avec certains jeunes ou l'ensemble de la population, il fallait les regrouper dans un endroit spécifique. Aujourd'hui, grâce au numérique, on peut toucher plus de 7 millions de personnes. Les plateformes diffèrent à travers les différents canaux, Facebook, Twitter ou TikTok, où ces jeunes-là représentent une masse énorme au niveau de la population. Il faut rappeler qu'en Côte d'Ivoire, nous représentons 75% de la population. Donc nous avons une population très jeune. Il faut s'adapter à l'ère de la jeunesse. Faire des agoras, créer la proximité est toujours bien, mais il ne faut pas négliger le facteur numérique et la communication digitale. À nous, notre niveau, en tant que politique ou organisation politique, nous avons identifié 3 axes au niveau du marketing politique qui part sur l'écoute, l'identification des problèmes et essayer de répondre à ces différents besoins. C'est à ça que le nouveau politique s'adonne, c'est à ça que la politique doit ressembler. Toujours dans la courtoisie, toujours dans le message d'information, de formation et d'éducation. Donc oui, nous sommes ouverts à tout ce qui est digitalisation et invitons l'ensemble même des politiques à s'y mettre. Parce qu'aujourd'hui, pour véhiculer un message à travers l'ensemble même, sur l'ensemble du territoire, autant pour moi, il est important de passer par ces différents canaux. Quand on sait que la vie en Côte d'Ivoire est accélérée, je ne peux pas demander en semaine, au vu de nos nouvelles réalités, à un jeune de se mettre sous une bâche ou de répondre à un meeting à travers les réseaux sociaux, via un post, via une vidéo, via des directs comme a eu à le faire le président Tidiane Thiam. On arrive à communiquer avec l'ensemble de la population, pas seulement en Côte d'Ivoire, à travers le monde. Une chose est de communiquer et de toucher les jeunes à travers les différents canaux que vous avez cités, mais une autre est de se faire comprendre par ces jeunes-là. Aujourd'hui, la majorité des jeunes disent ne pas être compris par les hommes politiques qui ne prennent pas des décisions qui vont dans leur sens. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais bien sûr que beaucoup de jeunes ne sont pas compris. Quand, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on passe le temps à instrumentaliser la jeunesse, on passe plus du temps à, leur donner un message plutôt qu'à communiquer avec elle. Les jeunes ne se sentent pas compris parce qu'effectivement, on ne cherche pas à les comprendre. Les jeunes sont dans une situation actuelle où le chômage est à un taux assez élevé. Peut-être qu'on va en reparler. La Banque africaine de développement, lors d'un de ses rapports, a donné un chiffre de taux de chômage qui est entre 70 et 90%. Je pense que c'est dans le rapport de la projection économique de l'Afrique de l'Ouest, entre 70 et 90%. Imaginez-vous que les emplois vulnérables, beaucoup de jeunes ont des emplois vulnérables. Nous sommes dans une économie informelle. Beaucoup de personnes font des activités, mais qui font malheureusement des activités qui ne stabilisent pas leur vie. Ils ont l'impression de ne pas avoir une scolarité qui leur sied. Beaucoup de jeunes font des formations qui ne sont pas en adéquation avec l'emploi qu'ils veulent faire en réalité. Donc, quand toutes ces incompréhensions-là sont
sont cumulées d'année en année, à un moment donné, le jeune a l'impression que pour lui, écouter un politique, c'est juste écouter des slogans qui sont irréalistes. Et c'est pour ça que nous, quand nous allons dans les dans les campements, quand on discute avec les jeunes, on a l'impression que les jeunes, à un moment donné, n'aiment plus la politique. Ils ne veulent même plus en entendre parler. Parce qu'ils se disent, ce n'est que des promesses. Et ces promesses-là, très souvent, ne sont pas suivies d'une réalité dans leur vie. Quand tu allumes ta télévision et que tu entends parler de milliards et que tu entends parler, par exemple, de ce slogan 1 milliard par jour, alors que tu as une vendeuse d'eau. Moi, j'étais à Tanda avec une dame qui vend de l'eau. Hein. Elle vend de l'eau pour nourrir ses enfants. Imaginez-vous qu'un sachet d'eau fait 50 francs. Combien elle va avoir en termes de bénéfices sur les 50 francs pour pouvoir payer un loyer, mettre à l'école ses enfants, etc. Donc, on est dans une situation où les gens ont l'impression, en allumant leur télévision, d'entendre des politiques qui racontent, je l'ai dit, beaucoup de slogans irréalistes, alors que leur réalité est différente de celle-là. Pour nous, il faut pouvoir discuter avec les gens en fonction de leur réalité. Il faut dire la vérité aux Ivoiriens, il faut dire la vérité aux jeunes, ce qu'on peut faire pour eux et ce qu'on ne peut pas faire pour eux. Il est clair que au fur et à mesure que la jeunesse va constater que les politiques leur disent la vérité, ils vont recommencer à croire en la politique et ils vont s'engager un peu plus. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont découragés d'écouter les politiciens. Merci, docteur. Monsieur Mian, comment réencourager ces jeunes-là à avoir confiance aux politiques? Déjà, en ce qui concerne la jeunesse, il faut connaître les problèmes de la jeunesse. Il faut connaître les préoccupations également de la jeunesse. Aujourd'hui, nos politiques ne maîtrisent pas les problèmes de la jeunesse, ni même de la population. Plusieurs attentes sont faites pour ou à l'endroit de nos politiques. Mais est-ce qu'ils répondent présents? Je vais prendre plusieurs exemples. Aujourd'hui, on ne peut prétendre vouloir améliorer les conditions de vie des populations ni de la jeunesse sans la jeunesse. La jeunesse doit prendre une part active à tout ce qui est développement ou discussion au plan local ou international en Côte d'Ivoire en ce qui concerne l'échiquier politique. Il y a plusieurs problèmes au niveau de la jeunesse qui sont décriés autant pour moi, mais qui ne sont pas entendus par nos politiques. Sont minimisés, méprisés pour la plupart, et les promesses de campagne ne sont pas exécutées. Aujourd'hui, il y a un découragement au niveau de la jeunesse sur le plan politique. Comme j'ai eu à le dire, les problèmes ne sont pas suivis à la lettre. Il y a l'injustice sociale. Dans le cas du logement, éducation, il y a des problèmes un peu partout. Je vais vous prendre un exemple simple. La jeunesse se soucie de son futur et des prochaines générations à venir. Le classement du PASEC récemment a classé sur 14 pays au niveau de l'Afrique francophone la Côte d'Ivoire à l'avant-dernière place, c'est-à-dire 13e. 59% au niveau même des élèves en classe de primaire n'arrivent pas à lire correctement. 58,6% de nos élèves encore en classe de primaire ne savent pas compter jusqu'à 60. Au plan de la santé, les investissements sont minimes. Au niveau du financement, il y a assez de problèmes. Il ne faut pas se concentrer uniquement sur l'aspect politique. Avant de parler économie, avant de parler émergence, il faut savoir ce que son peuple demande. Et aujourd'hui, il faut se tourner vers la jeunesse pour comprendre leurs préoccupations, essayer de travailler dans leur sens afin de pouvoir répondre à leurs différents besoins. Donc oui, si la jeunesse s'en plaint, c'est parce qu'il y a un véritable problème. Justement, quelle solution pour remédier à ce problème-là, ce problème d'incompréhension entre les décisions politiques ou les décideurs politiques et les jeunes? D'abord, il faut l'écoute. Sans écoute, on ne peut pas résoudre un problème. Il faut identifier les réels problèmes et avoir la volonté de les exécuter. Comme l'a dit tout à l'heure mon confrère, il ne s'agit pas d'attendre pendant la période électorale pour lancer des programmes d'adhésion. Les problèmes existent en Côte d'Ivoire. Il faut les traiter.
il faut participer au financement des projets de la jeunesse, que ce soit de ton bord politique, de ta couche ethnique ou autre. Nous sommes tous enfants de ce pays et il faut vraiment être actif dans tous les sens. Voilà un peu. Merci. J'aimerais vous demander d'adresser un dernier message à l'endroit des téléspectateurs ou des décideurs politiques concernant ce premier thème avant qu'on aborde le deuxième sujet de notre échange. Alors moi, mon adresse va à l'endroit de Monsieur le ministre de la Jeunesse parce que pour moi, il est le principal responsable de la déchéance de la jeunesse actuelle. La première étape de résolution d'un problème, c'est d'abord de reconnaître qu'il y a un problème. Monsieur le ministre de la Jeunesse est le super champion de la méconnaissance des problèmes de la jeunesse. Quand j'entends qu'en Côte d'Ivoire, il y a 2,6% de chômage, et c'est un chiffre qui est cité à foison, qui est répété à foison, pendant que quand nous, on se promène dans les rues, quand on discute avec nos jeunes frères, on se rend compte qu'il y a énormément de malaise. Avant-hier encore, on parlait d'un phénomène qui mine actuellement la société, surtout au niveau de nos sœurs, nos filles et nos sœurs, le phénomène de ce qu'on appelle de façon triviale le busy, c'est-à-dire des jeunes sœurs qui, malheureusement, vendent leur corps. De plus en plus, ce phénomène-là est, je peux dire, le bilan du président de la République, Alassane Ouattara, c'est son bilan aujourd'hui. Il y a un grand bond du phénomène de busy. Est-ce que ce phénomène-là fait partie aussi des causes qui font descendre le taux de chômage à 2,6%? Est-ce que monsieur le ministre peut nous dire que c'est parce que nos sœurs se vendent que, selon lui, la définition de l'OIT, d'une personne qui génère du revenu, est en train de travailler? Est-ce que ces sœurs-là aussi font descendre le taux de chômage à 2,6%? Voilà pourquoi notre économie est tellement informelle que l'OIT nous demande de se baser sur les emplois vulnérables. En Côte d'Ivoire, il y a trop d'emplois vulnérables. Monsieur le ministre ne veut pas reconnaître cela. Monsieur le ministre se concentre sur tout ce qui est revenu. Mais en Côte d'Ivoire, un jeune ne va jamais s'asseoir. Ce n'est pas comme en France où on va pointer à Pôle emploi et puis on est rémunéré. En Côte d'Ivoire, tout le monde se lève et chacun fait un petit boulot. Même quand ça ne lui permet pas de manger, si vous considérez qu'il est rémunéré, que vous avez fait un grand travail, mais c'est fort malheureux. Et je pense que, monsieur le ministre, si vous reconnaissez votre échec, vous avez la première étape pour solutionner cette situation. Et malheureusement, beaucoup de jeunes, regardez les apprentis Baka, regardez nos soeurs qui sont dans le busy, beaucoup de jeunes ont besoin que d'abord vous reconnaissiez leur situation avant de chercher une solution. Merci, docteur. Monsieur Mian. En ce qui me concerne, je vais m'axer sur un problème de société courant. Les avances sur facture pour les entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, savez-vous que pour obtenir une avance sur facture pour nos différents entrepreneurs, on nous parle d'un taux d'intérêt de 10% et un minimum de 1 million. C'est-à-dire, si tu es un entrepreneur avec une facture de 2 millions, à la banque, tu dois verser un minimum de 1 million. Il y a un problème dans ce sens. Parce que tout ce qui est comme bénéfice pour les entrepreneurs partent dans les caisses de la banque. Que pouvons-nous faire pour améliorer ces situations? Parce qu'on nous parle d'emploi, on nous parle de taux de chômage. Aujourd'hui, c'est la jeunesse qui se débrouille. C'est la jeunesse qui se défend. On peut compter le nombre d'entreprises au niveau de la CPC qui ont eu à fermer les portes. Comme on le dit dans notre jargon habituel, les jeunes sont des grouilleurs. Il est temps de se porter ou de se tourner vers eux afin d'améliorer leurs conditions, de les soulager, leur permettre d'avoir accès à l'investissement, accès au financement, accès à la formation. Pour préparer l'avenir d'un pays, il faut solutionner tout ce qui est formation. Il faut éduquer sa population et il faut former sa jeunesse. Logement, emploi, santé, pouvoir d'achat, au-delà des discours politiques, comment se porte vraiment la population ivoirienne? Le bien-être est-il une volonté politique réelle ou plutôt un simple slogan? Chers invités, le bien-être fait-il partie du programme de nos politiques ou au contraire, c'est juste un slogan pour séduire les électeurs à l'approche des élections? Le bien-être, c'est une donnée qui est subjective. Chaque population exprime la façon dont elle vit en Côte d'Ivoire.
Ce qui est constant et qui est objectif, ce sont les données réelles, ce sont les chiffres réels. On a dit, le président Thiam, lorsqu'il est arrivé en politique, l'un des premiers problèmes qu'il a mis au devant est le fait que l'indice de développement humain de la Côte d'Ivoire est mauvais. Nous étions parmi les 30 derniers en indice de développement humain. Bien que ça se soit amélioré lors du dernier classement, il n'en demeure pas moins que nous faisons partie des pays les moins qualifiés en termes d'indice de développement humain. Mais il y a beaucoup d'autres classements, par exemple l'indice du bonheur brut. Tous ces classements-là, la Côte d'Ivoire est très mal classée. Et ça se ressent dans le quotidien des Ivoiriens. Nous qui vivons avec le peuple, nous qui marchons avec les Ivoiriens tous les jours, on se rend compte que tant au niveau de l'éducation, tant au niveau de la santé, tant au niveau du quotidien, les Ivoiriens ne vivent pas à l'aise. Je prends par exemple la cherté de la vie. Avant-hier, j'étais avec quelqu'un qui est responsable de plusieurs magasins et on parlait de ce qu'on appelle le blocage des prix. Vous savez, le président de la République, une année, avait bloqué les prix sur l'huile parce que puisqu'il y avait une augmentation des denrées, il avait fait un blocage des prix. Et ce monsieur se plaignait, il disait que c'était une mesure qui était complètement, qui était complètement inopportune. Parce que vous ne pouvez pas bloquer les prix, vous demandez à un vendeur de fixer son prix sur l'huile. Et par exemple, quand il va transporter l'huile, il va payer le pont, il va payer du courant qui est beaucoup plus cher. Vous savez que l'électricité est devenue plus chère aujourd'hui. Donc finalement, toutes ces dépenses sont plus élevées, mais vous lui demandez de bloquer le prix de l'huile. Donc finalement, lui, il cache l'huile, puisqu'il ne peut pas vendre l'huile au prix où l'État lui impose de vendre. Il cache l'huile et au contraire, la mesure devient contre-productive parce que moins il y a d'huile, plus le prix de l'huile va encore s'augmenter. Donc la Côte d'Ivoire, très fort malheureusement depuis un certain nombre d'années, fait partie des pays les plus chers d'Afrique. Je l'ai dit sur un autre plateau de télévision, en 2024, l'un des classements Numbeo a montré que la Côte d'Ivoire était le pays le plus cher d'Afrique en 2024. Donc quand on est dans une situation pareille, il faudrait que le gouvernement comprenne qu'on a beaucoup de choses à faire, autant sur la cherté de la vie, autant au niveau social, autant au niveau de la santé et de l'éducation, pour que les Ivoiriens se sentent un peu mieux. Mais malheureusement, au lieu de ça, on entend plutôt des slogans tels que celui qui a été dit par le Premier ministre, qui a fait marrer pratiquement toute la population. Il a dit que plus vous souffrirez, plus vous vous sentirez heureux. Donc c'est un encouragement à la souffrance. Monsieur Mian, vous qui êtes au contact des jeunes de manière régulière, est-ce que le bien-être est une réalité pour eux ou au contraire, c'est un leurre? Déjà, pour parler de bien-être de la population, il faut analyser la qualité de vie des populations. Aujourd'hui, la jeunesse représente 75%, comme j'ai eu à le dire en début de propos. La question qu'on se pose, c'est est-ce que ces jeunes-là ont accès au logement, ont accès à la formation et accès à des soins de santé? Si ces questions-là restent ambiguës, cela répond à notre préoccupation. Parce que si la jeunesse ressent véritablement un bien-être, la jeunesse ne prend pas à la mer. On ne fuit pas l'endroit où on se sent bien. Au niveau de la santé, lorsque nous partons sur la loi d'Abuja, qui a été signée il n'y a pas tellement longtemps, où on parle d'investissement au niveau de la santé de 15% sur le budget global. La Côte d'Ivoire fait moins de 5%. Aujourd'hui, nous avons un problème en ce qui concerne l'insertion des professeurs en mathématiques. La Côte d'Ivoire doit relever le défi au niveau mondial. On parle de technologie, on parle d'intelligence artificielle, on parle de numérique, on parle même de nucléaire. Aujourd'hui, ce à quoi on nous a habitués, ce sont des courriers de Dozo demandant à surveiller des villes. La Côte d'Ivoire a besoin de relever assez de challenges. Aujourd'hui, pour parler de bien-être également, il faut parler de santé. Le taux de suicide, les AVC qui touchent en majeure partie des jeunes. Qu'est-ce qui se passe? La fatigue, les soucis, l'anxiété et un avenir peu radieux pour l'ensemble de la population. Avec cette analyse globale et générale, on ne peut pas parler de bien-être de la population. Pour obtenir un bien-être de la population, il faut véritablement s'identifier à tout ce qui est comme recommandation au niveau même de l'IDH. Merci, Monsieur Mian. Docteur,
Chérif, M. Mia a cité quelques éléments, notamment au niveau de la santé. Est-ce que cela traduit le fait que la santé mentale des jeunes doit être aujourd'hui une priorité plus que importante pour les décideurs politiques? Oui, une priorité, le mot, il est théorique. Il faut que ça se matérialise par des actions pratiques. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il existe déjà un programme national de santé mentale depuis, je crois, 1970 par là. Mais jusqu'à aujourd'hui, en 2023, la dernière étude a classé la Côte d'Ivoire 3e en suicide. Rappelez-vous de la scène d'horreur au sein de l'université de Cocody, un jeune qui s'est pendu avec des vêtements. Rappelez-vous de ces scènes successives de personnes qui se jettent au-dessus du pont Félix Houphouët-Boigny ou le pont de Gaulle. Mais ce sont des gens qui vivent dans la société. Nous-mêmes qui sommes médecins, qui sommes à l'hôpital, nous en voyons énormément. Parfois, ce n'est pas des suicides qui aboutissent, c'est des tentatives de suicide, parfois pour des chagrins d'amour, parfois pour des problèmes sociaux, des gens qui sont très endettés. Mais ces choses-là ne sont pas visibles parfois par toute la population. C'est lorsqu'elles font le buzz qu'on en parle, mais nous qui sommes dans les hôpitaux, nous en voyons énormément. Parce que les Ivoiriens souffrent. Quand vous avez un Ivoirien qui n'arrive pas à payer sa maison, qui n'arrive pas à scolariser son enfant, qui n'arrive pas à s'en sortir, à manger 3 fois par jour. Moi, j'ai été appelé par une dame qui vit dans un quartier qu'on appelle Mikao. Vous savez, c'est un quartier quand même assez, j'allais dire, de bas niveau. Mais une dame elle m'appelle pour avoir de l'argent juste pour manger sur 2-3 jours. C'est quelqu'un qui a une petite activité. Comme je l'ai dit en introduction, tout le monde travaille en Côte d'Ivoire. Selon le ministre Mamadou Touré, tout le monde travaille. Mais n'arrive pas à subvenir à ses besoins. Elle n'arrive pas à manger. Mais ces gens de personnes-là, quelquefois, vu la difficulté de la vie, à un moment donné, se disent pourquoi ne pas mettre fin à cette vie? Parce que ça ne vaut pas de... Ça n'a pas de sens. Et même tout à l'heure, mon frère Mian parlait des personnes qui vont sur les bateaux. Mais c'est un équivalent de suicide, comme on dit chez nous en médecine. C'est un équivalent de suicide. Vous savez, le nombre de personnes qui meurent dans les eaux de la Méditerranée, c'est énorme. Les gens qui vont, ils se disent, est-ce que ça vaut la peine de vivre en Côte d'Ivoire? Je préfère mourir dans la mer en tentant d'aller en Europe plutôt que de vivre en Côte d'Ivoire. Donc, regardez le niveau auquel la souffrance de la population est exprimée. C'est une souffrance qui est exprimée. Vous savez, le taux de suicide est grand parce que les gens n'arrivent pas parfois à faire sortir ce qui est enfoui en eux. Le ministre de la Santé ainsi que le ministre de la Jeunesse n'ont pas encore posé le bon diagnostic. Le diagnostic n'est pas de créer des programmes. Le programme national de santé mentale existe, mais jusqu'à aujourd'hui ne fait pas effet. On est 3e en suicide. Parce qu'en réalité, on n'a pas donné les moyens aux gens de supporter la souffrance dans laquelle on a mis la population. Vous allez créer 100 psychologues, vous allez créer 100 centres de psychologie en Côte d'Ivoire. Tant que la cherté de la vie est à ce niveau, tant que l'inflation est à ce niveau, tant qu'il y a la cherté des logements, les gens vont continuer à se suicider très fort malheureusement. Parallèlement aux personnes qui prennent la mer pour immigrer de manière clandestine, il y a d'autres personnes, des jeunes notamment, qui restent en Côte d'Ivoire et qui réussissent. On ne va pas citer d'exemple ici pour ne pas faire de publicité, mais pourquoi ces personnes-là réussissent dans un système tant décrié? Non, déjà, pour juger un système, il ne faut pas juger seulement que ceux qui réussissent. Il y a en sciences politiques quelque chose qu'on appelle l'égalité des chances. Quand vous êtes le fils d'un multimilliardaire et que vous réussissez dans un système où votre père est multimilliardaire, ça n'augure pas que le système est bon. Le système serait bon seulement lorsque l'ensemble de la population, quel que soit le lieu où il est né, où les gens sont nés, quels que soient les lieux où ils grandissent, ils ont les mêmes chances de réussir. Et c'est ça la défaite, c'est ça le plus grand échec de ce gouvernement. N'avoir pas créé une égalité des chances. Quelqu'un qui naît, moi, dans mon village, à Ganoué ou à Wanino, quelqu'un qui naît à Mapleu, vous pensez qu'il a la même chance de réussite, la même chance de se soigner que quelqu'un qui vit à Abidjan? Mais pas du tout. Donc, il faut sortir des slogans de réussite individuelle parce que la réussite individuelle, partout il y en a. Même dans les pays les plus pauvres au monde, il y a des gens qui ont réussi. Et ce n'est pas ça qui est le gage d'une bonne politique. La politique se fait pour que chacun puisse réussir dans le lieu où il grandit, dans le lieu où il naît. Pourquoi Abidjan est saturé? Pourquoi tout le monde veut venir à Abidjan? Parce qu'on ne réussit qu'à Abidjan. Parce qu'à l'intérieur du pays, il n'y a absolument rien. Dans ma région, je termine juste sur ça, dans ma région, il n'y a pas d'IRM. Vous savez, en médecine, l'IRM aujourd'hui occupe une place de choix dans les diagnostics. Par exemple, quand vous faites un AVC ischémique, il y a un type d'AVC qu'on appelle un AVC ischémique. Quand vous faites un AVC ischémique, quand on fait une IRM, ça nous permet de dater l'AVC.
Et ça nous permet de faire un traitement qu'on appelle la thrombolyse qui sauve le malade. En Europe, en France, les gens rentrent avec une paralysie d'AVC à cause de l'IRM. Ils sortent, ils marchent tranquillement. Aucune paralysie à cause de la thrombolyse. En Côte d'Ivoire, dans toute ma région, il n'y a pas d'IRM. Toute ma région. Les gens sont obligés de venir jusqu'à Daloa. Actuellement, où je vous parle, l'IRM de Daloa est dans un carton. C'est fermé. Ça a été livré, mais c'est fermé. Donc, c'est non utilisable. Les gens viennent jusqu'à Abidjan pour faire des IRM. Vous imaginez quelqu'un qui fait un AVC, dont on doit prendre en charge dans les 6 premières heures, est obligé de quitter Waninou, quitter Gangwé dans la difficulté des routes et venir jusqu'à Abidjan pour se faire traiter. Mais il est paralysé à vie. Certains même en décèdent. Comprenez que ce gouvernement ne pose pas le bon diagnostic. Et le vrai problème, je termine sur ça, c'est de nier le problème. Parce que, comme je l'ai dit, la première étape pour résoudre un problème, c'est de reconnaître qu'il y en a un. Tant qu'on va dire que la Côte d'Ivoire est dans un paradis, tant qu'on va le répéter à satiété, on va cacher ces problèmes-là et les gens vont continuer de mourir et de souffrir. Merci, docteur. Monsieur Mian, votre avis sur la question? Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque nous nous en sortons bien dans un pays, on ne prend pas la mer. En Côte d'Ivoire, de façon factuelle, il y a la classe aisée, il y a les autres. Partons sur certains exemples. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on essaie de nous faire miroiter des modèles d'excellence. Quand on sait que la majorité des Ivoiriens ne touchent pas plus de 400 000, 300 000. Aujourd'hui, pour s'en sortir, c'est difficile. Et les personnes qui réussissent dans ce milieu-là, au niveau même de la jeunesse, soit sont des personnes riches ou des personnes qui nagent dans la corruption. Il y a plusieurs modèles d'excellence qu'on a voulu nous vendre. Je prends le cas de Soto qui a été présenté comme un jeune d'excellence. Je prends le cas de KDS. Je prends le cas de plusieurs entrepreneurs à succès selon eux qui se sont vus être après présentés comme des personnes baignant dans tout ce qui n'est pas catholique. Il y a une réalité en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas fuir cette réalité. Pour s'en sortir aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il faut s'accrocher à ses rêves. Faire des petits métiers ou dépendre de la tendance qui sont les paris sportifs en général. C'est une réalité. Combien de ces jeunes-là, on nous parle de champions nationaux? Parce que pour parler du ressenti au niveau même de la jeunesse ou pour parler de l'excellence au niveau entrepreneurial, il faut montrer certaines valeurs. Il faut présenter ces jeunes-là qui s'en sortent. On nous donne des chiffres. Mais qui sont ces personnes-là qui sont représentées par ces chiffres? Il n'y en a pas. Il faut faire le calcul. Merci, monsieur Mian. Très chers invités, ceci sera ma dernière question. Si vous aviez 20 ans en 2025, aujourd'hui, seriez-vous optimiste sur l'avenir, sur votre avenir en Côte d'Ivoire? Alors moi, si j'avais 20 ans, actuellement en 2025, je réfléchirais sérieusement entre rester en Côte d'Ivoire dans cette situation difficile ou partir à l'étranger. J'allais vraiment réfléchir. Je ne sais pas quelle décision j'allais prendre, mais j'allais vraiment réfléchir à cela. Les valeurs qui sont mises en avant actuellement dans ce pays, quand vous êtes jeune et que vous voyez ces valeurs-là, ce n'est pas des valeurs pour des personnes consciencieuses et studieuses. La Côte d'Ivoire ne met pas en avant des bonnes valeurs. Regardez ceux qui sont reçus par le président de la République, par les ministres. En majorité, c'est soit des influenceurs. Les influenceurs aujourd'hui ont beaucoup de contact avec certains ministres de notre République. Beaucoup de personnes qui font le buzz. Si vous faites le buzz, si vous dansez, si vous mettez un peu de savon dans votre oreille, vous êtes reçu par beaucoup de ministres. Mais quand vous êtes excellent, malheureusement, vous allez durer avant d'être reçu. Et beaucoup d'entre eux-mêmes ne sont pas reçus. Moi-même, j'ai un cas comme ça. J'ai une histoire où quand je suis allé passer les Olympiades universitaires du CAMES, on a été major, il y a eu 5 Ivoiriens majors. On a tous déposé un courrier pour être reçus auprès du ministère de la Jeunesse. On n'a jamais été reçus. Jamais. Et dans la même période, on a reçu quelqu'un qui faisait une vidéo en mettant du savon dans l'oreille. Donc, pour nous, c'était un message clair. Un message clair. Vaut mieux s'amuser, vaut mieux
vaut mieux être dans la dépravation, être dans tout ce que vous voulez, plutôt que d'être studieux, plutôt que d'être concentré sur son avenir. Ce message-là, c'est un message que nous avons pris de plein fouet, que je sais que beaucoup de jeunes en Côte d'Ivoire prennent de plein fouet. Si j'avais 20 ans, j'allais peut-être chercher aussi à changer de président de la République et de changer de système politique. Parce qu'en la réalité, on a fait croire à beaucoup de jeunes que c'est Dieu qui les rend pauvres. J'entends beaucoup ta situation, tu dois les accepter. Vous savez, en Afrique, on croit beaucoup en Dieu. Et on a mis sur le dos de Dieu, malheureusement, beaucoup de méfaits, beaucoup de maux. On dit aux jeunes que votre pauvreté, en fait, c'est parce que Dieu a décidé qu'il y a certains qui doivent être riches et d'autres qui doivent être pauvres. La réalité, ce n'est pas vrai. La pauvreté, surtout le nombre de pauvres, est due à des politiques. C'est la résultante des politiques économiques. Quand vous avez un pays où des riches s'enrichissent beaucoup, il y a beaucoup de pauvres. C'est partout dans le monde. Quand vous aurez un pays où les riches vont comprendre que on s'enrichit, mais on peut s'enrichir de façon équitable. Parce qu'il y a un État qui fait la redistribution des richesses. Quand on aura cette situation de redistribution des richesses, les jeunes de 20 ans voudront rester ici, les gens ne prendront pas la mer parce qu'il y aura des solutions à leurs problèmes. Merci, docteur. M. Mion. Si j'avais 20 ans, aujourd'hui en 2025, j'aurais cherché à aller me former dans un système performant. Parce que les conditions de vie sont très difficiles au plan social, au plan sanitaire et au niveau du financement. Chaque élection électorale, parce que là nous sommes en 2025, octobre 2025, c'est-à-dire tournée nationale pour sensibiliser en même temps les populations, il faut rappeler que à chaque année électorale en Côte d'Ivoire, tout le monde cherche à plier bagage. Si j'avais 20 ans, j'aurais demandé au président de la CEI d'écouter les inquiétudes des populations. Si j'avais 20 ans, j'aurais dit au président de la CEI que l'audit de la liste électorale n'est pas mauvais pour la santé d'une nation. Si j'avais 20 ans, j'aurais demandé au gouvernement de dialoguer avec ses pairs, avec ses frères, avec les fils de ce pays. Si j'avais 20 ans, j'aurais demandé au Conseil constitutionnel de regarder ce qui se fait, ce qui se joue et les inquiétudes de la population. Si j'avais 20 ans, j'aurais dit que le parrainage citoyen est un leurre, est une manière d'exclure certains candidats. Si j'avais 20 ans, j'aurais demandé à la justice de Côte d'Ivoire de se plonger dans le passé. Aujourd'hui, nous sommes à quelques mois des élections présidentielles en Côte d'Ivoire et il est important de ne pas négliger la situation et les inquiétudes des populations. L'audit partiel a été effectué par l'ensemble même des partis politiques et ceux de l'opposition. Il y a eu des problèmes qui ont été relevés. Il y a eu des anomalies qui ont été dénoncées. Mais malheureusement, ils n'ont pas été pris en compte. Il a été demandé par l'ensemble de l'opposition une réforme de la commission électorale indépendante. Il a été demandé l'audit. Beaucoup de demandes ont été faites, mais qui sont tombées dans l'oreille de sourds. Chers invités, d'adresser un dernier message à l'endroit des téléspectateurs avant de clore cette émission. Déjà, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à la chaîne PDCI TV et à l'émission Autrement Politique. Mon dernier message à l'ensemble de la population, c'est « Nous n'avons qu'un seul pays ». Aujourd'hui, l'opposition, la population de Côte d'Ivoire dans son ensemble, souhaite la paix, c'est-à-dire des élections apaisées. L'ensemble de la population souhaite des élections inclusives, démocratiques, afin que chaque Ivoirien dans son ensemble puisse participer et porter son choix sur un candidat. Il ne faut pas priver ces Ivoiriens-là de vote. Il ne faut pas exclure certains candidats. Il faut penser à la vie de la nation. Il faut permettre aux populations, étant même, comme on le dit, dans une nation démocratique,
de participer au scrutin parce que retirer 4 candidats majeurs de cette liste électorale-là va jouer sur le scrutin. Nous voulons sortir des anciens démons de la Côte d'Ivoire. Il est temps que ça change. Et ce changement-là commence par nous-mêmes, par nos autorités, par ceux qui gèrent nos institutions. Pensons à la Côte d'Ivoire. Et comme j'ai eu à le dire récemment, ouvrons le débat. Docteur? Alors moi, mon adresse va à l'endroit de la jeunesse. Tous ces jeunes hommes, ces jeunes femmes, des personnes dans les quartiers, dans les universités, toutes ces personnes qui sont entre, j'allais dire, 18 et 35 ans. Donc on a tous vécu une période de notre vie où la Côte d'Ivoire était extrêmement divisée. Et je suis sûr que chacun de vous n'a plus envie de revivre ça. Quand vous entendez les discours à la télévision, sur Internet, il y a une partie des discours qui commence à devenir très dangereux et qui provient principalement d'un camp. Vous savez, il y a cette histoire, cette belle histoire qui est à la fois religieuse et culturelle de Salomon avec le bébé qu'on devait trancher en deux, avec 2 femmes, chacune se réclamant mère de ce bébé. L'une des femmes a refusé qu'on découpe le bébé en 2. L'autre a accepté. Et ce bébé-là, c'est aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Vous entendez des discours de haine, des discours de division extrême, des discours d'exclusion. On ne vous fera pas candidat et on ne sait pas ce que vous ferez. Des discours de condescendance, d'orgueil, des discours de méchanceté. Et ces discours-là, nous ne devons pas y adhérer. Je sais que vous avez la tentation parfois d'aller prendre 5 000 francs, une boîte de sardines avec un certain nombre de politiques. Mais à la réalité des choses, nous avons un pays à construire. Et ce pays que nous avons à construire, là, c'est un pays que nous allons construire avec l'amour que nous avons pour cette nation. Nous allons construire ce pays avec l'amour que nous avons pour cette nation, mais au-delà de ça, avec l'entente. Donc cette adresse-là, je ne la fais pas uniquement aux jeunes du PDCI-RDA, qui est mon parti politique. Je le fais aussi à l'endroit des jeunes du parti au pouvoir, des jeunes d'autres partis d'opposition. De leur dire ensemble, construisons une nation d'inclusivité. Une nation où chacun va participer. Si moi je veux voter le président Tidiane Thiam parce que j'estime que c'est lui qui représente l'avenir de la Côte d'Ivoire, j'ai le droit d'insister pour qu'on puisse me permettre de l'élire. Si vous souhaitez élire quelqu'un d'autre, quel que soit son âge, qu'il ait 90 ans ou 83 ans, permettez-nous aussi d'être sur la liste électorale, de compétir à voix égale. Et c'est un message de cœur que je vous adresse. Je ne vous adresse pas un message de raison, je vous adresse un message de cœur. Chacun de nous doit se battre pour qu'on ait une Côte d'Ivoire d'inclusivité. Parce que cette exclusion qu'on a débutée, elle n'aboutira sur rien de bon. Nous l'avons déjà expérimenté. Nous l'avons déjà expérimenté. Nous avons vu comment la Côte d'Ivoire était divisée, comment la Côte d'Ivoire était, était détruite pendant de nombreuses années. Et nous ne voulons pas revivre cela. Et donc vraiment, je demande à l'ensemble des jeunes de nous rejoindre dans ce combat. Ce n'est pas un combat pour un leader politique. Je le rappelle à chaque fois, ce n'est pas un combat pour un leader politique, c'est un combat pour une démocratie et une république. Il faut que la démocratie soit respectée en Côte d'Ivoire et il faut que chaque leader soit candidat à l'élection présidentielle. Merci à vous, très chers invités, d'avoir répondu à nos questions. Entre le rapport difficile des jeunes à la parole politique et les attentes très fortes en matière de bien-être, une chose est claire. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui ne peut se construire sans une écoute réelle, une inclusion sincère et des actions concrètes. Les défis sont là, mais les réponses restent possibles si et seulement si la volonté politique suit. À dimanche prochain, même lieu, même exigence, décrypter l'actualité autrement. Bonne soirée à tous.